Donc, je suis Stéphane Ayman, je suis directeur général de la CSD, Centrale de services et soins à domicile de Bruxelles. Et j'ai aussi une autre casquette, je suis président du SAMU social. Président du SAMU social. Non, on va d'abord que chacun dise. Voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Tom Valentin, je suis chargé de projet pour PLS et je travaille sur le projet DJU, dont je vous parlerai plus en détail après. Voilà, je m'appelle Jacques Remacle, je suis administrateur délégué et fondateur d'Art République, une entreprise d'économie sociale dans le domaine culturel. Merci. Donc, on va leur demander à chacun de présenter pourquoi ils ont été invités ici, pourquoi est-ce qu'ils sont là, et quel est leur intérêt, une dizaine de minutes. Et puis après, on fera un débat entre eux et avec vous. Il y a des places devant, certains qui ont peu des postillons des orateurs, mais je peux vous dire que ça va. Donc, vous pouvez vous installer sur les chaises si Mais donc je vais surtout me concentrer sur la centrale de services et soins à domicile. Donc donc, comme le nom l'indique, on offre des services et des soins à domicile pour plus ou moins 7000 personnes en région bruxelloise. Et donc on a 400 travailleurs avec différents niveaux d'instruction et en allant de l'infirmier à quelque part l'aide ménagère sociale et avec 47 nationalités différentes. Donc, les statistiques présentées ce matin me parlent beaucoup parce qu'on est face à déjà dans la fracture numérique au niveau des travailleurs, vraiment dans cette diversité, cette complexité de profils. De plus, on travaille donc avec 400 travailleurs et avec la problématique qu'ils ne sont pas sur un même lieu, ils sont dans différents lieux de vie et on les voit finalement très très peu. Alors la fracture numérique, elle est évidemment arrivée très très fortement, on en a pris beaucoup plus conscience à partir du Covid. À partir du Covid, il s'est passé deux choses. La COCOF, dans sa grande générosité, nous a distribué des GSM. Donc on a distribué à nos travailleurs 400 GSM. Et là a commencé les problèmes. Avant, il n'y avait pas de problème. Mais l'utilisation des GSM a été très très problématique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a participé à la vaccination mobile pour les publics en perte d'autonomie qu'on suit, auquel on met les services. Et donc, c'est posé la question de ce fameux Covid Safety Kit. Alors, je sais que ça rappelle des souvenirs un peu douloureux pour chacun d'entre nous, mais ça a été extrêmement problématique pour les infirmiers, pour accompagner les personnes en perte d'autonomie, mais pour les personnes aussi. Et donc, on a vécu cette souffrance des bénéficiaires qui déjà sont en perte d'autonomie, mais qui ne pouvaient plus bouger dans leur autonomie, finalement, qu'il leur restait. Alors, on rencontre au sein de la structure chez nous une double fracture numérique, c'est-à-dire la fracture numérique des travailleurs et la fracture numérique de nos bénéficiaires, qui est une fracture numérique fortement différente. Probablement. On peut dire qui sont vos bénéficiaires? Ouais. Alors, nos bénéficiaires, c'est essentiellement des gens en perte d'autonomie, auxquels on amène des services dans leur lieu de vie, et les gens en perte d'autonomie, c'est soit une perte d'autonomie physique, ou une perte d'autonomie psychique, et elle peut être temporaire ou permanente. Le public, en grosse partie, c'est évidemment des personnes âgées, moyenne d'âge est autour de 74 ans, mais pas que. On a aussi des personnes souffrant d'un handicap ou des personnes avec un trouble de santé mentale qui réduisent leur autonomie. Et on dépasse un petit peu le domicile pur et dur, puisqu'on parle de lieu de vie maintenant, notamment parce qu'on travaille dans des lieux qui sont un petit peu transitoires, type des maisons d'accueil, type des centres pour demandeurs d'asile, qui sont, voilà, les personnes vivent là, mais ce n'est pas leur domicile à long terme. Et donc, on leur offre toute une série de services pour les maintenir dans leur lieu de vie et pour les aider à combler ce déficit d'autonomie et en essayant surtout de travailler pour ce qu'ils peuvent encore faire et de les accompagner dans leur vie au quotidien. Alors, face à cette double fracture,
la réponse institutionnelle, et peut-être revenir aussi double fracture, mais aussi avec le temps qui avance et cette révolution technologique qui traverse toute la société et sur laquelle nous aussi on veut travailler clairement en termes de processus internes. On a encore beaucoup de post-it et de papier. Au niveau du pouvoir subsidiant, comme je dis toujours, il y a la moitié de la forêt de soigne qui part en pouvoir subsidiant puisqu'on a des timesheets signés tous les jours pour 400 personnes. Donc il y a un petit semi-remorque qui part tous les trimestres au niveau du pouvoir subsidiant. Donc on est demandeur du numérique, mais en même temps on vit avec nos travailleurs et nos bénéficiaires cette grosse fracture. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on fait avec les moyens qu'on a, parce qu'on en parle aussi pas mal de moyens financiers. Nous aussi on est en économie sociale et avec des contraintes financières importantes. Là, il y a un volet assez simple, en tout cas pour les travailleurs, c'est un volet formatif. Et donc là, on repasse en fait l'ensemble des travailleurs dans une formation pour l'utilisation d'outils numériques qui servent plutôt à l'utilisation professionnelle, c'est-à-dire utiliser une boîte mail et ce genre de choses, et un petit peu sur un volet sécuritaire qui est aussi évidemment très très problématique. Donc c'est un peu les deux sujets qu'on traite dans ces formations, avec une petite étape au préalable, une évaluation de leurs compétences avec 2 niveaux de formation. Ça, cette année, l'entièreté des travailleurs vont passer dans ce type de formation. La deuxième chose qu'on va lancer à partir du mois de juin, c'est des mécanismes qui existent, et c'est des mécanismes qui ont été aussi présentés ce matin, mais c'est des espaces publics numériques, même mobiles, c'est-à-dire on va faire une permanence à l'intérieur de l'institution. Alors il faut savoir, dans l'institution, il y a un moment où tous les travailleurs reviennent, c'est le vendredi entre 13h30 et 15h30, où ils viennent chercher leurs horaires pour la semaine. Et donc tout d'un coup, la structure qui est très très calme pendant toute la durée de la semaine, ça devient le grand marché, c'est 400 personnes qui reviennent d'un coup. Et là, on va essayer d'avoir une espèce de permanence individuelle pour répondre à des questions de fracture numérique des travailleurs, mais qui peuvent être d'ordre privé, pour vraiment essayer de les toucher aussi dans cet espace privé, et ce qui leur permettra probablement de travailler aussi sur un accompagnement numérique des bénéficiaires. C'est en tout cas notre objectif à moyen terme, en sachant que le gros des travailleurs, c'est ce qu'on appelle des aides familiales, et l'aide familiale, c'est le couteau suisse du domicile. Donc globalement, ça fait 3 fonctions: un petit peu de ménage, la nourriture et les courses, mais aussi une assistance administrative. Et dans ce volet assistance administrative, on en a parlé ce matin, le numérique commence à prendre une place prépondérante, et elles-mêmes sont en fracture numérique, donc elles n'arrivent plus à répondre à ce besoin-là. Et donc en répondant à leurs besoins finalement privés, on espère qu'elles vont pouvoir répondre aux besoins des bénéficiaires. Alors, sur les bénéficiaires, la fracture numérique elle est très très importante, et ça les exclut de deux choses. Un, de droits fondamentaux, avoir accès à sa banque, à l'administration, etc. Et ça les exclut aussi de tout ce qui est réseaux sociaux et sociabilité, de lutte contre l'isolement. Et donc l'idée, le troisième volet, toujours dans cet appel à projet de l'intégration sociale, on travaille avec un partenaire pour créer des brigades mobiles numériques qui iraient alors chez la personne qui serait en demande, pour plutôt alors des questions, je n'ai pas accès à ma banque, je n'ai pas accès à, je ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Et d'avoir une forme d'accompagnement au domicile même, puisque c'est des gens souvent en perte d'autonomie qui ont du mal à se déplacer, et d'avoir une explication vraiment et un accompagnement individuel au domicile. La grande question sur laquelle on est confronté au niveau du secteur par rapport aux personnes âgées, c'est la fonction sociale du numérique, la fonction réseaux sociaux, etc. Il y a eu beaucoup d'essais lors du Covid, notamment dans les maisons de repos. Et en tout cas, moi, tous les projets auxquels j'ai entendu, ça a été un échec assez cuisant.
En fait, simplement parce que cette fonction sociale, les gens n'en veulent pas. C'est pas dans leur nature de discuter par WhatsApp, réseau social, etc. Et donc, il n'y a aucune adhérence par rapport au numérique dans cette fonction-là. Et donc, les belles idées de dire ça va travailler sur la sociabilité et la lutte contre l'isolement, pour le moment, en tout cas, c'est loin d'être le cas. Et toute la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut forcer dans cette question-là? Et là, on est, je pense, aux limites en fait, de nos actions. Et donc, si on peut déjà juste ouvrir les droits, c'est déjà pas mal. Mais la fonction sociale, donc cette fois le troisième degré d'exclusion, il est éthiquement très discutable, en tout cas, de le forcer sur le public en perte d'autonomie et certainement les personnes âgées. Voilà. J'ai fait 10 minutes? Non. En tout cas, j'ai terminé pour le moment. Ça va, ok. Oui, c'était par rapport à l'alphabet que vous étiez situé. D'accord. Donc, pour ne pas avoir de problème de primauté de l'un par rapport à l'autre, on a choisi par l'alphabet. Voilà, de l'alpha numérique finalement. Avec la République, nous sommes donc une association, une entreprise d'économie sociale, d'insertion. On travaille dans le domaine de la culture, donc moi j'explique un peu plus ce qu'on est que la CSD qui est plus connue. Et donc ce que nous faisons, c'est des politiques de formation-insertion pour des personnes qui émargent au CPS principalement, de manière un peu plus large pour les demandeurs d'emploi, mais avec une priorité pour les gens issus des CPS, à travers des programmes de formation dans un premier temps, qui concernent la médiation culturelle, qui concernent la production artistique, et qui concernent la médiation culturelle numérique, centrée sur le jeu vidéo, qui est une de nos activités principales. Donc, le numérique est déjà un petit peu présent dans les deux premiers. Pourquoi? Parce que les arts numériques se développent. Pourquoi? Parce que les techniques numériques de médiation existent à peu près à tout niveau, et que donc nos porteurs de projets, nos stagiaires en formation ont un intérêt pour cela qui se développe. Alors nos politiques de formation sont centrées sur les projets des gens. Donc les gens viennent avec leur idée de projet ou leur projet en formation. Ils le travaillent pendant la formation, et à l'issue de la formation, des jurys sélectionnent les meilleurs pour avoir accès à un emploi d'insertion. Quand on dit les meilleurs, on est en général les gens qui vont au bout de la formation, sauf un problème particulier qui apparaît. Les gens qui vont au bout de la formation et qui passent le jury ont un avis favorable pour rentrer en formation, en insertion. Ça dépend évidemment du nombre de gens, des places disponibles, de leur CPS d'origine, de la capacité de l'association à négocier l'emploi avec le CPS. Normalement, on a suffisamment d'accords pour accueillir tout le monde, mais ce n'était pas toujours simple. Pour le volet le plus numérique, ce qu'on sent, c'est effectivement pour ce public-là, pour ceux qui rentrent directement dans la filière numérique, il y a un petit peu moins d'attrait. On sent bien que le jeu vidéo apparaît comme une technique un peu compliquée, alors que tout notre travail, en dehors de la formation et de l'insertion, constitue justement à vulgariser et à utiliser des outils qui suppriment les barrières technologiques. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement avec des logiciels sans codage et sur des techniques qui sont relativement simples à maîtriser. Et donc, on utilise ça en dehors des politiques de formation-insertion, dans des stages, dans des ateliers de construction de jeux. Et en formation, on dispense à moitié des outils de gestion de projet assez classiques. Comment concevoir un projet, concevoir un planning, prendre la parole en public, des techniques de négociation.
et des recherches de financement, on a tous un peu notre expérience en la matière, et d'autre part, plus un volet plus technique, sur les logiciels, sur les différents aspects numériques qui pourraient être amenés à utiliser dans leur projet. Ensuite se passe la phase d'insertion. La phase d'insertion, elle, donc, dépend d'un contrat article 60, de 1 à 2 ans selon l'âge. En numérique, on a quand même essentiellement des jeunes. Il faut quand même, je suis un peu plus âgé qu'on ait eu, n'avait pas 35 ans. Et là, bon, ça se passe relativement bien pour la plupart. Et on a, parviennent tous à réaliser leur projet. Les jeux sont disponibles sur notre site internet. Je n'ai pas pris de PowerPoint, c'est un peu anticonformiste, je me suis dit c'est numérique. Je ne vais pas venir avec un PowerPoint. J'ai un copion numérique dans mon téléphone, mais visiblement je ne dois pas l'utiliser. Et donc, ils font des projets autour de thématiques de société. Donc, la plupart des gens viennent avec des projets sur les thèmes qui sont les plus présents aujourd'hui dans la société, les questions de genre, les questions climatiques, les questions d'environnement, les questions de santé. On n'est pas passé évidemment à côté du thème du Covid à plusieurs reprises. Et donc, ils font en général ces projets en lien avec le monde associatif, avec des associations ou alors avec des publics scolaires. Le projet existe depuis 2018-2019, donc on commence à avoir quand même un peu d'expérience. Les retours d'expérience sur l'employabilité des gens, tous ceux qui sont sortis de notre secteur numérique après une phase d'insertion ont soit trouvé de l'emploi, soit lancer une activité de type intermittent chez Smart ou via leur propre SBL. Et nous, notre objectif, c'est pas de former des informaticiens, c'est pas du tout cette idée-là. C'est se rendre compte que entre le monde du numérique, c'était le constat qu'on avait fait quand on a lancé le projet il y a 5 ans, il y a un hiatus entre les compétences des gens dans le secteur culturel et leurs besoins, où le numérique est occupé à s'imposer à eux. Et donc on l'a pris à travers un prisme particulier, parce qu'il nous intéressait. Et on se rend compte aujourd'hui que les gens qui sortent de notre secteur numérique trouvent plus facilement de l'emploi que ceux qui sortent de notre filière plus classique. Parce qu'ils ont des outils que les employeurs dans le domaine associatif ont visiblement besoin et que le monde associatif n'est pas nécessairement super bien formé à cela. Alors voilà, je pense que je suis quand même plutôt autour de 5-7 minutes, mais j'avais décidé d'être court. Pas de chrono là. Non, pas de chrono, mais de timide, on verra tout à l'heure ce côté. Bon voilà, on va laisser plus de temps au débat. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est une volonté aussi de notre part, c'est autour de notre corps de travail de base sur le jeu vidéo, c'est de nouvelles formes, que ce soit le mapping, le web documentaire. On a fait un exercice dans une formation sur la conduite de drones pour le filmage d'événements culturels ou de faire des prises de vue dans les lieux qui le permettent. Ça on appelle le projet Kienitsa, mais on l'a fait en formation. Et donc on élargit un petit peu le champ à toutes ces nouvelles techniques qui interpellent en tout cas le monde culturel dont nous sommes issus à la base. Ok. Tom. Donc, je vais vous présenter le projet DigiU. Moi, je suis chargé de projet chez PLS. Et donc, on a remporté un appel d'offres dans le cadre de e-inclusion for les jeunes. Certains connaissent, certains ont répondu aussi à cet appel à un projet. CST, Cabane aussi.
Donc il y a inclusion, en fait il y a deux volets. Il faut savoir, il y a le projet Vision et le projet Focus. Le projet Vision, tout simplement, c'est plus au niveau fédéral, pas vraiment sur le terrain. Alors que le projet Focus, dont on fait partie, c'est plus vraiment sur le terrain où on va agir. Donc le projet DJU vise à réduire la fracture numérique, évidemment. Comment, nous, notre cible, on a décidé d'aller vers les jeunes NEET, donc qui sont ni à l'emploi, ni à l'éducation, ni à la formation. Et en fait, on va former ces jeunes NEET pour qu'ils soient des accompagnements numériques, donc des mentors numériques, pour faire appeler ça comme ça. Ils vont faire une formation, en fait, pour devenir accompagnants numériques. Ensuite, ils vont faire des stages. Et suite à ces stages, ils vont rencontrer du public. Donc, ils peuvent le faire dans des EPN, dans d'autres organismes, tout simplement. Et c'est vraiment là qu'ils vont pouvoir aider les personnes dans les démarches essentielles, en fait. On dit souvent démarches essentielles. Moi, j'ai pris quelques exemples parce que je trouve ça plus intéressant. On dit que tout devient numérique, etc. On parle des banques, de certaines démarches uniquement en ligne. Mais voilà, j'avais vu ici le système de réservation Côte Express de la SNCB pour les trains allant vers la côte n'est accessible qu'en ligne. Donc ça veut dire que les personnes qui sont fragilisées numériquement, il n'y a pas d'autre moyen. Durant la crise sanitaire, des tickets qui étaient accordés à titre d'intervention par la SNCB aussi, uniquement en ligne. Et donc c'est un peu ces démarches-là aussi que nous, on essaye d'aller vers les personnes fragilisées pour qu'ils aient accès, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité en fait face à ce sujet-là. Donc, durant la formation que nos jeunes NEET vont faire, ils vont apprendre un peu la protection de données, l'éthique, le RGPD dont on a parlé, et tout simplement des démarches comme la création de mail, It's Me. Il y a beaucoup de gens qui savent, en tout cas la première fois, pas installer It's Me, qui ont vraiment beaucoup de mal. Des rendez-vous en ligne, par exemple pour son médecin, pour la commune. Il y a plein de choses où des gens ont vraiment du mal. Et donc dans cet ordre d'idées, on s'est dit que nos jeunes vont pouvoir accompagner dans leur quartier. C'est vraiment ça l'idée, c'est des référents numériques dans leur quartier, dans leur entourage. Et ils vont devoir accompagner minimum 12 personnes de leur entourage dans minimum une démarche essentielle. Donc c'est un peu ça l'idée. On fera une évaluation avec un questionnaire, etc. pour voir quelle démarche ils ont utilisée, qu'est-ce qui a été beaucoup demandé, et de pouvoir mettre ça dans un rapport final. C'est un peu ça l'ordre d'idée. Ils seront défrayés pendant les stages, ces jeunes. Et après, l'idée c'est que ce soit pérennisé, qu'ils soient vraiment des mentors et qu'au sein de leur quartier, ils disent « Ah, mais c'est ce jeune-là, il s'y connaît, il a déjà aidé tout le monde, etc. » Et c'est le référent du quartier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait cibler pour la fin du projet et pour après. Voilà. Donc on va essayer de travailler pour la formation. On a lancé un appel d'offres. Pour les stages, on va essayer de travailler dans les EPN parce que c'est plus cohérent pour nous, vu qu'il y a du public qui vient vraiment pour ça. Je pense que c'est à peu près tout pour le projet. Mais voilà, c'est le but ultime, on va dire, ça vise à réduire la fracture numérique, bien sûr, et aussi qu'il y ait un échange de générations, donc qui puisse aller vers soit des personnes vulnérables, des vieilles personnes, d'autres personnes, etc. Maintenant, pour la sélection des jeunes, donc je l'ai dit, c'est des jeunes NEET de 18 à 29 ans, et on va aussi essayer de prendre une ou deux personnes qui sont peut-être dans un certain handicap. Donc c'est dans les critères de l'appel d'offres. Donc il y avait aussi les femmes. Donc ça veut dire que dans la sélection, imaginons qu'on a 15 personnes et qu'on doit décider entre 3-4, primauté aux femmes et à l'handicap ou à d'autres formes de discrimination sociale. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le projet DJU. Maintenant, on peut laisser place aux questions. Donc vous voyez, on a 3 projets que nous avons choisi de vous présenter et aussi de faire en sorte qu'ils se rencontrent, puisqu'ils ne se connaissent pas les uns et les autres. Donc c'est à la fois des acteurs qui font de l'inclusion numérique ou qui vont faire de l'inclusion numérique, et en même temps, d'une manière très différente, formation de professionnels, formation
de jeunes qui ne travaillent pas, formation et intégration sociale par l'emploi au travers de l'article 60. Vous voyez, c'est des modèles qui sont très différents les uns des autres. Et aussi les publics culturels, publics des NIT, publics des travailleuses, vous avez dit travailleurs, mais nous sommes des femmes, je dis travailleuses et aussi personnes âgées, dépendantes. Donc c'est très complémentaire et en même temps, il y a un travail commun aux trois structures, aux trois projets qui me semble vraiment intéressant à vous présenter et de voir quelles sont les synergies possibles entre les acteurs, avec aussi d'autres acteurs dans la salle. On vient de parler du réseau des EPL et le patron du réseau des EPL parlera ensuite, Stéphane Platini. Oui. Donc, je vais juste compléter parce que par rapport au mode opératoire. Donc, notre objectif, nous, c'est vraiment d'aller vers le domicile, mais alors aussi que le type des EPN aille dans le bureau de la CSD, puisque ces femmes sont souvent, c'est bien de le rappeler, on a 95% des femmes dans les métiers du care, donc c'est pas. Et nous sont souvent, aussi un petit peu en exclusion par rapport à toute une série de services, et donc ne vont probablement pas aux EPN. Soit parce que c'est pas ouvert parce qu'elles travaillent, soit parce qu'elles ne connaissent pas le tissu social et associatif de leur quartier. Et on l'a fait, ces permanences, sous une autre forme, sur des permanences énergétiques, pour justement aussi qui viennent avec leur contrat d'énergie, etc., pour qu'elles puissent aussi avoir cette information. Et donc, c'est la permanence énergétique de la Fédération des services sociaux. En fait, elle se déplace dans nos bureaux une fois par mois pour avoir des contacts individuels. C'est pas collectif, c'est individuel, et avoir des réponses très concrètes par rapport à leurs besoins. Et c'est vraiment ça l'idée de cette permanence, c'est vraiment d'avoir des contacts individuels et des réponses très concrètes. Parce que pour ces travailleuses, oui, il faut du concret. On est très dans j'ai un problème à payer ma facture, comment vous pouvez m'aider? J'ai un problème à avoir accès à ma banque, comment vous pouvez m'aider? Alors sur les brigades mobiles, le mode opératoire est un petit peu différent. Ce sera des étudiants, le partenaire c'est Bibliothèques sans frontières. Nous, on ne va pas gérer l'aspect, c'est pas notre métier. On met en place des infirmiers, des aides familiales, des choses comme ça. Mais c'est eux qui nous mettront à disposition des gens formés pour travailler et répondre aux questions des bénéficiaires. Nous, quelque part, on diffusera par toute une série de canaux l'existence du service, puisqu'on est en contact régulier avec les personnes âgées, un certain nombre de personnes âgées. Donc s'ils ont des problèmes, ils pourront appeler notre téléphonie et on fera le lien avec Bibliothèques sans frontières. Et il y a un autre projet avec lequel en plus on est en partenariat avec PLS qui est un petit peu parallèle, mais qui dans un cadre européen aussi, et qui nous permet alors de discuter avec d'autres partenaires européens, la Croix-Rouge française et le DPS au Portugal, et une petite start-up française qui s'appelle Arbitrium, où on travaille aussi sur le volet formation, et surtout sur ce volet parce que je pense que c'est assez important de dire, si on répond aux besoins des aides familiales, probablement qu'elles seront en capacité de répondre à des besoins de leur volet assistant administratif pour les personnes en perte d'autonomie. Et donc ça, c'est un peu le pari qu'on fait. Pas sûr que ça marche, mais l'idée, c'est de travailler via ce vecteur-là. Parce que c'est un peu la seule manière de trouver une solution pour ces personnes en perte d'autonomie à domicile. Et moi, j'ai une question pour vous trois. Vous n'avez pas utilisé l'expression économie sociale ni non marchande. Donc, vous êtes des associations et vous avez à peine évoqué ça. Vous êtes des sociétés commerciales pures et dures, avec un objectif de lucre, c'est-à-dire. Non, mais sérieusement, est-ce que l'enjeu marchand, l'enjeu économie sociale, vous parle? En fait, Jacques a dit 2 fois économie sociale, mais sans développer, et vous deux, vous n'avez pas du tout parlé. Donc,
l'avoir dit, effectivement, économie sociale d'insertion. Donc nous, je dirais que nous sommes vraiment les deux pieds dans le bon marchand. Nos recettes liées à nos activités sont relativement marginales. On pratique la gratuité des formations, on pratique la gratuité des services. Notre activité historique de base, c'était faire la promotion de la gratuité des musées le premier dimanche du mois. Donc on est resté dans cette logique de développement gratuit, ce qu'a dit Michel dans son exposé sur les limites que ça a d'avoir un financement qui est un financement public, donc qui est essentiellement qui est logique dans la mesure où la manière dont on conçoit notre mission est celle d'être un service public délégué. Et donc ce que l'on fait, on le fait avec l'aval des gouvernements et des administrations. Ça me paraît une bonne intelligence. C'est un secteur où il y a une bonne intelligence, je pense, entre la politique publique et le travail associatif qui n'est pas instrumentalisé, mais qui est utilisé pour mener cette politique. Ça me paraît de bonne politique. Donc oui, nous sommes les deux pieds dans le monde non marchand et dans celui de l'économie sociale. Quand nous le concevons, qui semble-t-il est compatible avec le décret, peut-être que d'autres structures ne voient pas comme ça. Nous avons des discussions souvent difficiles avec une institution que tout le monde connaît, qui s'appelle Acteris. Les conceptions ne sont pas nécessairement les mêmes. On est ici dans un lieu mutualisé où la notion de travail intermittent, par exemple, fait souvent question entre les principaux animateurs de ce lieu et la structure Acteris. Okay. Chez nous, chez PLS, tout est dans le titre déjà, pour la solidarité. Donc effectivement, on a aussi les deux pieds dans le bon marchand et l'économie sociale, les deux pieds dedans. Mais déjà, nous, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est vrai qu'on va défrayer les jeunes pour les stages, et ils vont recevoir un PC aussi, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de PC ou qui ont peu de moyens. Donc effectivement, on est aussi dans cette démarche chez PLS et pour le projet DJU. Voilà. C'est bien de le rappeler, mais c'est sûr que comme nous, on fait un service à la collectivité et on est clairement un acteur du non marchand. Et c'est vrai que par rapport au secteur, notamment des personnes âgées, vous savez qu'il y a tout un pan de l'économie qu'on appelle la silver economy, où il y a beaucoup de start-up ou des grandes et petites, etc., qui travaillent sur le digital et sur des outils interconnectés, des détecteurs de chute, du télémonitoring, la télémédecine, etc., etc. Et nous, on est fortement, je pense qu'il doit y avoir moins une fois par mois, je reçois une demande de rencontre par rapport à une initiative qui se lancerait, etc., etc. Nous, notre point de vue est chaque fois de remettre un petit peu les personnes au centre et de dire, globalement, la CSD, le revenu moyen de la personne qu'on aide, c'est 1 100 €. Donc, il faut avoir des solutions accessibles financièrement, parce que souvent, c'est tous ces outils, gadgets, qui peuvent être utiles, sont très peu accessibles financièrement. Et deuxièmement, parfois ils pensent pour les gens et les questions d'utilisation de ce type de matériel est quand même des choses qui me paraissent extrêmement simples. En fait, ça devient des montagnes pour tout ce que a été présenté ce matin. Et donc, je pense qu'il y a un vrai décalage encore entre la technologie qui n'est pas toujours très mature non plus et la vraie réalité des personnes, et certainement des personnes qui ont des vulnérabilités socio-économiques importantes. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ce numérique à domicile par rapport aux personnes âgées.
Et je pense que, c'est très bien comme ça. Il faut aussi surtout des gens, et on l'a répété ce matin, tout ne va pas être réglé par des détecteurs de chute et des prises en charge de la tension à distance ou des choses comme ça. Ok, merci. Y a-t-il des questions? Oui, Eric. Alors moi, il y a mille et une questions peut-être qu'on pourrait poser, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, Denis. L'économie sociale, je pense qu'il y a encore, après 30 ans, d'être passé par là, par ce secteur, différents projets, différentes missions. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait clarifié ce qu'était l'économie sociale marchande et non marchande. L'Université de Liège a toujours mené un débat sur le sujet. Il y a eu des clarifications. Selon le professeur titulaire Jacques de Fourny ou Sibylle Mertens, je pense qu'il y a des différences très claires, et encore aujourd'hui. J'avais une question particulièrement pour Stéphane Heymans. 400 personnes à la CSD Bruxelles, c'est ça? CSD dépend d'un réseau CSD, je pense au niveau wallon, et je sais que, en connexion avec Solidaris, donc une mutualité. Ma question, c'était de savoir aujourd'hui, avec un public compliqué parfois, un public de travailleurs, un public de bénéficiaires ou de clients selon qu'on se positionne, puisque j'ai pas mal travaillé aussi dans le secteur des titres-services, qui évidemment ont créé plus de 150 000 emplois depuis 2001. Ce sont des publics cousins, je ne vais pas dire les mêmes. On parle beaucoup pour les CSD de bénéficiaires personnes âgées. Je crois qu'il y a d'autres bénéficiaires aussi que les personnes âgées, mais c'est vrai que majoritairement c'est ça. Moi j'ai vraiment chopé sur beaucoup de choses. Un, le plafond de verre économie sociale, le plafond de verre pour les politiques en particulier. Les politiques ne servent pas, ou les institutions, on a parlé d'Actiris, mais aussi du Forum, parce que moi je peux travailler sur la Wallonie, c'est que l'économie sociale n'est pas encore tout à fait comprise. Et pour en revenir à ma question, est-ce que du côté de la CSD, est-ce que Solidarisme, pour revenir là-dessus, est-ce que les politiques en lien avec les secteurs que sont l'économie sociale, l'emploi, l'insertion, on parle beaucoup aussi de transition écologique maintenant, ça c'est clair, mais aussi on n'en a pas parlé. Comment se passe l'implication du numérique dans votre secteur, vu du côté syndical? Voilà, merci. Beaucoup de questions. Une réponse. Alors, je vais pas refaire l'histoire de la CSD, mais la CSD, qui est la CSD bruxelloise, est peu liée en fait au mouvement solidariste. Donc, c'est un peu historique. On est membre de la fédération des CSD, où les CSD wallonnes, eux, c'est le même écosystème. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contact avec Solidaris, et c'est très bien comme ça. Et c'est vrai que eux, par exemple, on a pris la décision il y a 1 an et demi de rentrer dans un grand projet informatique de gestion interne, et on sait que dans les projets informatiques, la mutualisation est importante, et donc on travaille avec l'ensemble des CSD et d'autres services associés pour avoir un seul et même outil informatique de gestion de la demande, gestion des horaires, etc. Et donc le secteur s'informatise en termes de gestion courante. Comme je t'expliquais que tout est très encore manuel, très par post-it interposé, etc. Je pense qu'en termes de gestionnaire, on est demandeur d'un peu plus d'informatique et un peu plus de gestion pour éviter, pour des questions de monitoring, mais aussi pour éviter
des horaires qui se perdent ou des choses comme ça, enfin, toute une série de ce que l'informatique peut nous amener. Alors la question syndicale, elle est très très importante, parce qu'on a un secteur où il y a une présence syndicale forte. Il faut rappeler que l'histoire de la CSD de Bruxelles, elle a été créée lors de la fermeture de l'hôpital Edith Cavell, suite à un engagement syndical. Donc c'est des syndicalistes qui ont quelque part créé la CSD. Donc on a toujours voulu qu'il y ait un engagement et qu'il y ait une présence syndicale forte. Et donc la question dans les discussions syndicales, il y a la question de la formation et la difficulté pour les travailleurs de l'utilisation de l'informatique. Et puis il y a les questions de contrôle, de géolocalisation, et que l'informatique devienne quelque part, oui c'est ça, soit vraiment un peu l'aspect répressif que... Et là, on est dans des discussions sur des conventions collectives de travail sur ces sujets-là, pour justement baliser le chemin et être le plus respectueux aussi sur la vie privée, clairement, la question vie professionnelle, vie privée, et aussi de casser certaines craintes que l'informatique ne va c'est impossible pour nous de contrôler 400 travailleurs et on va pas le faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais dans les logiciels qui vont être mis en place, il y a des mécaniques, notamment de déconnexion assez automatisées, qui sont une demande syndicale et qui est toute légitime. Parce que c'est vrai que ça peut être, l'outil informatique peut être très harcelant et très invasif dans les relations de travail. Voilà. Merci. Autre question ou témoignage? N'hésitez pas si vous faites partie d'une structure. Madame. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Moi, je me demandais par rapport à ce que vous évoquiez sur le fait de répondre à un besoin des travailleuses pour que ça se répercute sur le terrain, qu'elles puissent elles-mêmes répondre à d'autres besoins. Je me demandais dans quelle mesure, quelque part, ça ne rajoute pas encore de la charge de travail pour ces travailleuses qui sont quand même constamment confrontées à des problématiques qui se complexifient. Donc voilà, j'avais un peu cette réflexion-là. Et ma deuxième question, c'est pour tous les trois, ici, l'idée c'était de voir quelles étaient les réponses de l'économie sociale et du monde associatif. Et j'aurais bien voulu vous entendre sur vous, quelles pourraient être aussi les réponses, outre la question du financement, en termes de politique publique pour répondre aux enjeux de l'inclusion numérique. Ça rejoint en fait la question que moi j'allais vous poser aussi sur l'enjeu des politiques publiques, donc n'hésitez pas à faire une réponse circonstancée. Je commence par rapport on peut revenir un petit peu par rapport au métier de titre-service et le secteur du domicile. Il y a quand même une différenciation assez forte et sur laquelle on n'a pas le même public. En effet, nous, on s'active quand il y a une perte d'autonomie ou une forme de vulnérabilité. Après, je vous rejoins totalement, l'aide familiale, comme je dis, c'est un couteau suisse. Et c'est extrêmement, c'est compliqué de le formater, même s'il y a des missions, etc. Parce qu'en fait, les diversités de situations qu'elle rencontre sont juste aussi diverses que chaque trajectoire de vie que nous tous on peut avoir. Donc c'est très compliqué de dire elles peuvent faire ça, elles peuvent pas faire ça. Il y a évidemment un cadre, elles ne font pas tout. Mais dans le volet, elles ont vraiment 3 volets, une assistance au ménage, une assistance à tout ce qui est nourriture et courses, et il y a une assistance administrative. Dans cette assistance administrative, il n'y a rien à faire. Le numérique est devenu de plus en plus prépondérant. Si avant, c'était juste aider peut-être à écrire un courrier, à bien s'assurer que la personne va à son rendez-vous médical, des choses comme ça, aujourd'hui, le numérique est devenu... Et qu'elle soit peu formée et peu valorisée, alors là, évidemment, moi je suis assez neuf dans le secteur,
je suis abasourdi par les tâches qu'on leur demande, la souffrance au travail qu'elles ont et le peu de valorisation, que ce soit des questions de rémunération, mais même des questions d'espace de supervision, de débriefing émotionnel, de toute une série de choses. Il faut savoir que le mode de fonctionnement et de financement de ce secteur, c'est un financement productiviste, c'est-à-dire on est payé à l'heure prestée. Toute heure non prestée n'est pas payée. Alors nous, on paye des salaires, mais donc pour un employeur, une réunion, par exemple, ça me coûte beaucoup d'argent. Une supervision me coûte beaucoup d'argent. Une formation me coûte de l'argent puisque je n'ai pas le subside, puisqu'elle n'a pas presté son... Et donc, on est dans quelque chose, en termes de valorisation et de bien-être au travail, de quelque chose d'assez... d'assez dingue et de très très douloureux. Alors, on y arrive quand même à donner des formations, etc. Mais le signal du subside, c'est de dire, toute heure non prestée, vous ne recevez pas le subside. Et alors l'autre question. Le politique publique, on va donner la parole, le micro à Jacques. C'est en fait, madame a posé une question, je laisse sa question. Mais quelle est votre relation par rapport aux politiques publiques? Qu'est-ce que vous attendez des politiques publiques pour demain? Vous avez tous plus ou moins mis en cause, encore Stéphane maintenant, les pouvoirs publics. Mais qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Michel Gauvin, qui en a parlé tout à l'heure aussi, il y a quand même un gros enjeu pour l'économie sociale de sa relation avec les pouvoirs publics. Quel type de relation vous voulez? Alors, la question est vaste. Oui. Les réponses ne sont certainement pas simples. J'ai bien écouté Michel sur ce volet-là. Je trouvais qu'il disait de manière entre les lignes qu'on devait aller vers des politiques d'agrément, vers des politiques d'organisation. Mais si on regarde un petit peu l'ensemble des secteurs dans lesquels nous sommes acteurs, l'éducation permanente, je pense que l'économie sociale, que ce soit on ça clairement de plus en plus rare. Et c'est remplacé par une politique un peu instrumentaliste qui se traduit par des appels à projets. On va travailler sur telle thématique et donc on va faire un appel à projet qui, s'il est très bien, va peut-être durer pendant 2, 3, 4 ans, ou s'il est bien, va plutôt durer 1 an, et donc va empêcher toute politique de long terme. Et va rendre l'opérateur extrêmement dépendant du politique. Et donc il y a, du politique, j'aime pas ça, je veux dire, de la logique du gouvernement. Et donc, ce que je décris là n'est pas neuf. Et quand j'entends Michel, je le sens un peu, un peu utopiste par rapport à ça, d'autant plus que ce que nous vivons aujourd'hui et qui ne va pas s'améliorer demain, c'est une crise majeure des finances publiques. Les pouvoirs publics ont investi massivement, et heureusement, par rapport à la crise du Covid. Ils sont aujourd'hui confrontés à un contexte géopolitique mondial extrêmement tendu qui amène qui a une répercussion sur les coûts de l'énergie qu'ils ont dû tempérer. Donc aujourd'hui, nous avons des pouvoirs publics qui vont devoir faire plutôt des restrictions plutôt que des investissements. Nous sommes nés en 2012, où on avait plutôt l'intention de se développer sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Bruxelles. Pourquoi s'est-on finalement concentré essentiellement sur Bruxelles? Parce que la réforme de l'État de 2014 a refinancé Bruxelles et qu'il y a eu des marges budgétaires, qu'il y a eu moyen de développer de nouveaux projets. Eh bien, il faut malheureusement se dire que pour les années 2024-2029 qui viennent, ça risque de ne pas être le cas.
Donc, nouvelle politique nécessite de nouveaux budgets, donc on va quand même être dans des difficultés. Je rajouterai quelque chose qui est finalement la parole d'un jeune opérateur, pas jeune par mon âge, mais jeune par l'âge de l'association que je dirige, qui a 12 ans, c'est qu'effectivement, on parle souvent de la lasagne institutionnelle, on peut parler de la lasagne des politiques. Et donc, il y a eu des politiques qui sont anciennes, et il y a sans doute certaines remises à plat qui doivent peut-être intervenir, des choses, des secteurs qui doivent pouvoir se remettre en question. Aujourd'hui, un des secteurs qui est le plus pour moi en question en termes d'emploi dans la société, c'est l'ORECA. Ce n'est pas l'ORECA d'insertion, mais l'ORECA d'insertion, lui, est touché par ça. Mais l'ORECA, aujourd'hui, il y a des problèmes pour trouver des employés, des problèmes horaires, essayer d'aller manger quelque part, après un concert, dans autre chose qu'un snack, ça n'existe pas, encore dans les 30 ans, dans des restos de nuit, ça n'existe plus, voilà. Je fréquente plus trop le monde de la nuit, donc c'est pas très grave pour moi, mais j'avoue que c'est interrogeant, le monde a changé par rapport à ça. Il y a aussi toute une série de phénomènes qui touchent le monde associatif. On a parlé beaucoup de l'inflation, mais moi je parlerai de l'inflation bureaucratique. Nous sommes submergés de demandes en paperasse diverses, que ce soit le respect des marchés publics, obtenir un marché public, en gérer un contrôle de l'activité de plus en plus essentielle. Mais j'ai signé mon papier en arrivant, de toute façon, nous sommes bien enregistrés. Je dis, il y a une inflation, et l'Europe sont quand même des grands spécialistes, une inflation bureaucratique galopante, qui est assez immobilisante. Je pense que nos amis dans les administrations sont confrontés aux mêmes choses. Je discute beaucoup avec des gens dans les administrations publiques, dans les administrations de CPS notamment, qui font face à une inflation de travail, de procédures qui sont absolument eux-mêmes débordés. Ça se répercute évidemment sur le travail des associations partenaires. Donc j'ai plutôt fait un constat des problèmes, plutôt que d'essayer de faire preuve d'innovation. Donc je dirais que ma réponse à cela, c'est que je pense qu'il va falloir être créatif et inventif pour interpeller le pouvoir public et les aider à mettre en place des politiques pour faire face à de nouveaux problèmes. Merci. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est sûr qu'il faut pousser les pouvoirs publics à plus de formation numérique, que ce soit depuis le berceau, donc dans les écoles secondaires, mais aussi au travail. Et il y a la problématique dont on a parlé. Oui, c'est sûr que à l'heure prestée, c'est compliqué. L'employeur n'a pas forcément ni l'envie de former ses employés. Donc c'est une question assez complexe. Pour la petite anecdote, moi, ça fait 3 semaines que je suis chez PLS. Voilà, j'ai le temps de découvrir encore ce paysage-là. Et si on a terminé la question, j'avais juste une petite remarque. Pas une question, mais une remarque. C'était plus tourné vers la CSD, mais j'aime bien les exemples concrets. Donc, je vais prendre mes grands-parents. Voilà, mes grands-parents, c'est vraiment un exemple. Mon grand-père a vraiment pris le pas du numérique. Et ma grand-mère, pas du tout. On a acheté des téléphones, à l'époque, il n'y avait pas encore les smartphones. Donc mon grand-père a suivi, ma grand-mère l'a ajouté. Voilà. Et passé le smartphone, mon grand-père a aussi pris le pli. Et là, ma grand-mère a vraiment plus du tout utilisé le téléphone. Et en fait, pourquoi mon grand-père a gardé le smartphone, le PC portable, etc., c'est parce qu'il avait une passion, le football. Et il pouvait aller voir en ligne, il pouvait regarder des replays, et à côté de ça, la radio, plein de choses. Et ma grand-mère, en fait, c'était barbant pour elle. Elle ne voyait pas l'intérêt. Et je pense qu'il faut remettre la passion aussi au centre du numérique, parce que souvent, le public plus âgé ne comprend pas ce que ça peut lui apporter. Parce que si on lui parle toujours de choses barbantes,
voilà, tu vas pouvoir regarder tes comptes, tu vas pouvoir faire des réservations en ligne. Bon, ma grand-mère, elle s'en fout, elle veut aussi du contact humain, comme tout le monde, mais voilà, elle aime bien la famille royale, c'est du Belge pour ceux qui connaissent. Si on lui parle de ça, si on lui dit, ben voilà, tu vas pouvoir regarder des choses sur la royauté, etc., c'est aussi une manière d'amener ce public-là, je pense. J'ai sans doute été un mauvais médiateur parce que on n'a toujours pas voulu aller sur le PC, mais je pense que c'est une manière de les amener aussi, que des choses un peu barbantes, ils peuvent se dire, bon, moi, ça me donne pas envie. La parole à Stéphane pour 2 questions. Donc. Les pouvoirs publics, auxquels il n'a pas encore répondu, et c'est un... Alors, par rapport au pouvoir public, nous on est demandeurs de plus de numérique. Et donc c'est on est parfois un peu paradoxal, c'est-à-dire ils nous ont distribué des téléphones, mais on n'a pas eu l'argent pour les faire fonctionner. Donc on n'a pas eu l'argent pour les abonnements, etc., etc. Et c'est vrai que nos process en interne on est demandeurs d'un peu plus de numérique. On fait des tournées repas, on n'a pas de logiciel pour faire des tournées, etc. Donc on est vraiment demandeur pour un fonctionnement en interne, mais aussi pour réussir ce qu'on appelle en politique de santé le virage ambulatoire, c'est-à-dire que plus en plus de soins et de services vont se faire en dehors des institutions de soins. Je pense que le numérique, pour des questions de continuité d'information, pour des questions de lien entre l'hôpital, le médecin généraliste, l'infirmier à domicile, l'aide familiale, peut servir de manière vraiment bénéfique à une politique de santé générale. Par contre, on a très peur du tout au numérique. Et dans les combats portés par Lire et Écrire, on a aussi été signataire, parce qu'on a besoin de contact humain, et le contact humain de l'aide familiale ne peut pas se faire par WhatsApp ou par Teams ou quoi que ce soit. Il faut qu'il se fasse. Et ce qui nous dit peut-être dans la notion de titre-service, donc on a aussi des métiers d'aide ménagère, donc on appelle ça des aides ménagères sociales, et la grosse différence, outre qu'elles ont un meilleur salaire et des conditions de travail meilleures, c'est que la personne doit être dans son domicile pour qu'elles interviennent. Donc il y a cette fonction sociale, et il y a cette fonction d'interrelation. Et donc on veut absolument aussi avoir plus de numérique, mais en même temps garder de l'humain et certainement de l'accompagnement humain de ce virage ambulatoire qui, à mon avis, améliorera la continuité de la prise en charge et politique de santé. Et alors sur l'exemple, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut travailler sur la motivation des gens, et donc en fait, qu'est-ce qu'ils aiment. Maintenant, nous on a un peu le fantasme de dire oui, les réseaux sociaux c'est super pour briser la solitude, et force est de constater, je ne sais pas si dans la salle vous connaissez des projets qui ont fonctionné dans ce cadre-là. Moi, tous les projets que j'ai entendus, et il y en a eu pas mal pendant le Covid, ont été assez, il n'y a rien à faire. Il y a une non-adhérence, et je pense que il ne faut pas forcer, quoi. Ça ne fonctionne pas. La fonction sociale du numérique, quand on est justement très éloigné, en fait, on trouve ça ennuyant. On n'est pas dans les mêmes les réflexes. Mais en effet, il faut travailler pas que sur l'accès à la banque. Ça serait bien aussi de travailler sur la motivation. Ok, merci. Une dernière question, remarque, objection? Témoignage? Non? Je laisse la personne d'autre. Rapidement, hein. Donc oui, on a tourné vers les questions qui ont été posées. Je rejoignais un petit peu celles que je souhaitais développer déjà tout à l'heure. Donc il y a cette question de cible et cette question de besoin. Au niveau des besoins, là on a un panel parfait en fait où on distingue bien le besoin numérique, où par exemple à la CSD c'est plutôt une question de survie. Dans le projet DigiU, c'est plutôt une émancipation sociale, numérique, etc. Où là, dans le milieu culturel, c'est plutôt un outil, un besoin, une
peut-être une nécessité, mais on ne veut pas que ça prenne une part importante dans le quotidien, je caricature. Hein. Et donc ici, voilà, on a 3 différents besoins du numérique. Et donc, voilà, moi, ça me rappelle une formation que j'avais donnée en 2003, je crois, en 2004, sur l'informatique de manière générale, un public qui était pas du tout donc de base, vraiment on partait de base, où ça s'est très bien passé, ça a duré 3 heures, donc j'ai vraiment parcouru tout l'aspect informatique. J'ai démonté les PC, je suis venu avec un PC complètement démonté, etc. Donc ça a très bien fonctionné, donc tout le public était hyper ravi, et j'avais une personne qui tirait la gueule au fond de la salle, et quand j'ai été la rencontrer, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, c'était pas compris. Il m'a dit, ben non, en fait, tout ce que tu as expliqué ne m'intéressait absolument pas, moi je fais des tours j'ai des clients en fait, et je dois simplement ajouter des lignes dans Excel, et c'est tout ce que j'avais besoin en fait. Et donc tout ce que tu as expliqué, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce qui a été échangé ici. Et alors par rapport aux cibles, et c'est là que je vais poser ma question, c'était visiblement en tant qu'association acteur de terrain, je pense qu'il est nécessaire ou même primordial de passer par des structures pour atteindre les bonnes cibles, aussi bien pour l'aide à domicile que pour les jeunes, que pour le milieu culturel. Et ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure aussi, quelle part est-ce que cela prend par rapport à ces associations, parce qu'on sait que ces associations-là sont déjà fort occupées. Moi, par exemple, si j'ai des contacts avec des AMO, des maisons de jeunes, etc., ils travaillent déjà avec des heures supplémentaires, et donc cette part du numérique chez eux, c'est déjà un plus. Est-ce que vous avez déjà évalué le pourcentage que ça prend au-delà de votre core business principal? C'est un petit peu ça ma question. Comment? Alors, c'est sûr que les sites de formation, ils s'ajoutent à toutes les thématiques de formation qui existaient auparavant, la gestion de quelqu'un violent, les troubles cognitifs, les diagnostics de Diogène, etc., etc. Et donc c'est vrai que vu la diversité de publics qu'on rencontre et, comme je dis, cette espèce de couteau suisse qu'est l'aide familiale, le numérique se rajoute dans ce cycle de formation. Et donc on a décidé cette année de faire un gros coup sur le numérique, mais en laissant tomber d'autres thématiques. Parce que le temps de formation, comme j'expliquais, il est quand même limité. Sur les publics, en fait, ce qui est, je trouve toujours un peu compliqué, c'est de savoir en fait le besoin quand on dit fracture numérique. En fait, c'est quoi? C'est un peu ce que vous disiez. Soit un petit problème dans Excel, soit ça ne fonctionne pas. Et donc en fait, c'est plutôt parce qu'on a oublié d'allumer le routeur ou quelque chose comme ça. Et donc ça, on va un peu voir comment ça va se passer avec cette brigade mobile numérique qui va répondre à des demandes qui sont assez, à mon avis, qui vont être assez larges et assez vaporeuses, ou en tout cas, ça ne fonctionne pas. Hier, ça fonctionnait, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et de voir un peu si cette brigade va pouvoir y répondre, parce qu'on va évidemment tomber sur des questions hardware, sur des questions software, sur des questions de non-paiement de factures, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, etc., etc. Et donc voilà, je pense qu'un des enjeux, en tout cas de la partie par rapport à la fracture numérique du public cible, ça va être de mieux spécifier les demandes pour être sûr qu'on trouve une réponse. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand quelqu'un téléphonera en disant j'ai un problème, et de ne pas, vu que souvent le numérique en plus on a besoin d'une réponse assez rapide parce qu'on est assez dépendant, c'est de trouver une réponse rapide et que ça soit fonctionnel. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Ok. Non, pas spécialement au niveau du temps. Moi, je suis sur le projet là à temps plein. Donc c'est vrai que j'ai plus de chance que d'autres. Mais à part ça, non, j'ai rien à rajouter. Et c'est sûr que d'autres organismes, comme tu as dit, il faut délaisser des choses pour prendre le pli sur le numérique. Ok. Jacques, à votre conclusion? Je pense que j'ai juste. Eh bien voilà. Maintenant, on va remercier nos 3 débatteurs.